Et nous commençons avec l'art à la une, notre rendez-vous dédié au monde de l'art présenté par Sybille Aoudjan. Bonjour Sybille. Bonjour Pauline. Alors, que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine ? Alors on commence tout de suite par le rapport d'Artprice qui a été publié cette semaine, rapport du marché de l'art mondial. Les ventes aux enchères d'œuvres d'art ont atteint 16,5 milliards de dollars en 2022. C'est une baisse de 3,1% par rapport à l'année dernière. Ces chiffres concernent seulement le fine art et les NFT, n'entrent pas en compte les objets de collection qui peuvent aussi être vendus dans les ventes aux enchères, comme les voitures de collection par exemple. Ce qui est à retenir de ce rapport aussi, c'est que le marché n'a jamais été aussi dynamique. 705 000 lots ont été vendus au cours de l'année et c'est une progression de 4,7%. Qu'est-ce qui explique de tels chiffres, Sybille ? Alors d'un côté, on a un très grand nombre d'œuvres vendues pour des prix abordables. C'est-à-dire parmi toutes les transactions dont je vous parlais, 50% sont vendues pour moins de 800 $. Un nombre record d'estampes, de photographies, mais aussi des dessins et puis des peintures à des prix plus abordables. D'un autre côté, ce qui tire les ventes, c'est de très grandes collections qui sont passées sous les marteaux des maisons de vente. La collection Paul Allen, la collection Maclo ou encore Huber de Givenchy pour ne citer que. L'un des faits les plus marquants de cette année, c'est que 6 ventes supérieures à 100 millions de dollars ont été réalisées. Et ça, c'est du jamais vu, dont on a souvent parlé de cette œuvre d'art, Shot Sage Blue Marilyn d'Andy Warhol, qui a été vendue pour plus de 195 millions de dollars. Quelle est la répartition mondiale, Sybille ? Alors, le marché 2022 présente un déséquilibre régional. On a toujours les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni qui représentent 80% de la valeur du marché de l'art mondial aux enchères. Mais ces trois pays évoluent différemment et à des vitesses différentes. Le marché de l'art chinois se contracte fortement en perdant 2 milliards, tandis que le marché américain, lui, gagne 1,5 milliard pour atteindre son plus haut niveau historique à 7,3 milliards de dollars. Le marché britannique, lui, retrouve les chiffres pré-pandémie avec 2 milliards de dollars. Quant à la France, elle renforce sa 4e position. Le pays présente par ailleurs l'offre la plus dense, ensuite juste après les États-Unis, avec plus de 106 000 lots vendus. Côté actualité des foires, la TEFAF a ouvert ses portes. Oui, c'est le retour de la foire des Beaux-Arts de Maastricht. Pour la première fois depuis 2019, la grande foire d'art et d'antiquité néerlandaise retrouve son format habituel. La foire a ouvert ses portes depuis le 11 mars dernier. 270 galeries de 20 pays différents sont présentes, mais la plupart... 1/5 de ces galeries sont tout de même françaises. La foire couvre 7000 ans d'histoire de l'art. Cette année encore, la TEFAF montre la diversité des domaines couverts, de l'antiquité à l'art asiatique, du dessin à l'art contemporain. Mais la peinture ancienne tient toujours sa place principale. On reste dans les foires consacrées aux beaux-arts. Oui, c'est la seconde actualité de ce secteur. La première édition de leur fusion a eu lieu l'année dernière. C'était Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Ils se sont alliés pour former une seule et même foire. Et la prochaine édition consolide à nouveau leur union avec une nouvelle identité. La foire s'appellera désormais Fab Paris. Donc c'est un peu plus court que Fine Art Paris et la Biennale des Antiquaires. Elle n'investira plus le carrousel du Louvre, mais s'implantera au Grand Palais éphémère. 110 galeries seront présentes du 21 au 26 novembre 2023. Merci beaucoup Sybille Aoudjan pour les actualités du monde de l'art de cette semaine. Et nous avons à présent le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Daniel et Florence Guerlin, tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'art contemporain. Daniel et Florence Guerlin, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, Daniel Guerlin, est-ce que vous pourriez nous détailler comment est née votre envie de commencer une collection d'œuvres d'art ? Je crois que je n'ai jamais eu l'envie de créer une collection, ça s'est fait comme ça. D'abord, je vivais dans une famille, en effet, où mon grand-père avait une grande collection d'impressionnistes. Donc on en avait sur tous les murs. On en avait une partie chez nous, et puis à la mort de mon grand-père, ça a été divisé entre chaque enfant, ses enfants. Donc on a appris à vivre avec des œuvres d'art, on a appris aussi... L'environnement était porteur. Voilà, on a appris à aller dans les musées. Voilà, je crois que c'est toute une éducation. C'est une éducation, pas un apprentissage, mais une éducation plutôt. Ce qui fait que j'ai toujours vécu. J'avais un grand-père maternel qui est architecte et qui faisait des très belles aquarelles, donc j'en avais sur tous les murs aussi. On va dire que la collectionnite, elle a commencé avec les Dinky Toys.
dans petite voiture de l'époque. Et donc tout ça, ça vient petit à petit. J'ai rencontré à un moment donné des artistes et des galeries, des artistes plus par amitié en fait. Je les ai regardés et on s'est rencontrés avec ma femme par l'intermédiaire de ces artistes. Est-ce qu'il n'y a pas eu un élément déclencheur? C'était à force juste de côtoyer tout cet environnement. Oui, à la fin, vous avez eu envie de c'était collectionner. assez naturel de continuer à acheter d'acheter des œuvres. Se dire collectionneur, on ne savait pas très bien ce que c'était. Mon grand-père était bien un grand collectionneur, ça. On en était loin. Et puis on est toujours loin. Si on prend la valeur de ces œuvres, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment une passion qui mûrit petit à petit par des rencontres, par des visites, par l'amitié aussi. Et puis je crois que quand on s'est rencontrés, on a continué avec la même envie de vivre avec ces œuvres. Et puis c'est devenu presque un métier à un moment donné. On a arrêté de travailler tous les deux pour créer la fondation, qui pour nous était là pour voulait transmettre un peu le cheminement qu'on avait eu justement dans cette collection. En général, le mot collectionneur, ça vient quand on a un certain nombre d'œuvres que d'autres, plus professionnels que nous disent que finalement ça devient une collection. Ah, c'est les autres en fait qui vous ont renvoyé un miroir et là vous êtes dit bon, en fait on est collectionneur. Voilà. Et ça peut. Avant on considérait qu'on était plutôt amateur d'art. Mais parce que justement, vous avez été guidé par vos goûts seulement. Vous n'êtes jamais dit, tiens, parce que c'est quand même très marqué par votre goût pour le dessin, vous n'êtes jamais dit, tiens, on va faire une collection de dessins, par exemple. Non. Pas au début, là. Pas au début, parce qu'on avait tout. On avait des sculptures. On habitait à 40 km de Paris. Une très belle propriété. On a acheté des sculptures aussi pour le parc. On a acheté des dessins, des peintures, des photos. On a eu une très belle collection de photos aussi. Oui, c'était ça au début, c'était très hétérogène. Ah oui, complètement. Oui, mais je crois que c'est l'aventure. On se laisse prendre. Bon, c'est vrai qu'il faut un certain nombre de moyens. Quand on a vendu, on était actionnaire de Guerlain. Quand on a vendu, ça nous a permis d'aller plus loin. Et c'est là qu'on a décidé de créer la fondation. Puis après, c'est un enchaînement. On devient ami du musée Pompidou, de beaucoup d'autres musées. Donc ça, c'est des rencontres. Et on devient part de tous ces éléments. Et on a envie vraiment de posséder aussi. C'est aussi Et c'est ce que vous conseillerez à des jeunes collectionneurs de juste suivre leur premier instinct, leur premier goût, avant de se dire, tiens, je vais faire une collection dans ce type de mouvement, par exemple. Oui, il faut absolument laisser le premier regard se porter sur une œuvre et essayer parmi toutes les œuvres actuelles de choisir celles qui sont les plus intéressantes. Mais ça vient au fur et à mesure, c'est évident. Et à partir de quand vous avez choisi de vous spécialiser? Parce que c'est le dessin qui... Daniel a dit, on a eu une collection de photos énorme et on commençait à avoir beaucoup de dessins, donc il a fallu qu'on vende les photos. Ça nous a un peu rendu triste parce que quand on a vu toutes les photos accrochées chez Arcurial, on a dit c'est bien. C'est assez exceptionnel. Mais vous savez que la photo et le dessin, au point de vue garde, c'est absolument très fragile. Et donc, on n'avait pas la place de mettre 1200 dessins. Et puis, on avait à peu près 500, 300, je ne sais même plus. Photos. Donc, il a fallu faire un choix. Cornélien. Et est-ce que vous avez souhaité vous faire accompagner dans votre collection comment est-ce que vous avez été accompagné? En étant amis du Centre Pompidou, on faisait partie d'un cercle d'achat d'œuvres, accompagnés par des conservateurs, donc qui eux-mêmes nous ont
nous apprennent en fait aussi la manière de regarder une œuvre. Puis à force on regarde les artistes connus, les galeries qui ont une bonne réputation aussi d'avoir des bons artistes, on leur fait confiance. Tout ça, moi, je dis, ça se passe très, très naturellement. On aurait décidé d'être des professionnels, de créer une galerie. Il aurait fallu qu'on apprenne un petit peu plus les choses autrement. Mais là, non, ça s'est fait... on a eu des amitiés avec des artistes, ça s'est de temps en temps un petit peu gâté, bon, comme toute amitié. Et puis avec les galeries aussi, il y a des galeries avec qui on a fait beaucoup de choses, et puis à un moment donné, les choses se passent moins bien. Enfin bon, tout ça, c'est... Mais avec un jeune collectionneur, vous lui conseillerez de ne pas y aller tout seul non plus? Il faut qu'il aille dans les galeries, alors qu'il aille dans les bonnes galeries, parce qu'il est sûr de trouver des artistes intéressants. Bon, on parle des prix de vente maintenant à des milliards, c'est pas ça ça nous intéresse pas. Ça, c'est vraiment le marché financier, ça n'a plus rien à voir avec l'art. Mais si vous suivez des bonnes galeries, si vous allez au Centre Pompidou, d'autres musées qui ont des très belles expositions, qui ont des très belles collections, on apprend beaucoup. Et donc là, il va y avoir dans les 2 prochaines semaines des foires assez intéressantes. Donc d'abord la semaine du dessin, la semaine prochaine, avec le salon du dessin, un peu aussi Drawing Now. La semaine suivante, c'est à Paris. Donc vous, il y a un de vos prix qui est quand même en partenariat avec le salon du dessin. Donc vous connaissez quand même bien ce salon. Mais comment est-ce que vous vous préparez tout simplement à des semaines si dynamiques sur la place parisienne? Ben oui, on est bien obligé. Comment ça se passe? C'est beaucoup de travail. Et là, cette année, on a choisi un sujet qui est un peu difficile, c'est l'art brut. Ça, c'est pour votre prix de la Fondation. Voilà. En fait, si on va au Salon du dessin, c'est parce qu'on y montre nos 3 artistes du prix. Et c'est là qu'on annonce le lauréat avec les jurys. Je suis désolée. Comment vous allez faire pour départager les 3 artistes qui seront On a présents? des jurys, des jurys étrangers et français, et on leur a donné tous les documents pour pouvoir choisir, apprendre, s'ils ne savent pas. Et ensuite, on vote. On est allé filmer chez les artistes même. Le film existait, mais 2 autres, on a fait des films sur eux. Quand c'est pas là c'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas forcément de galerie ou ils sont dans des institutions. Donc les rapports sont un peu d'autant plus compliqués qu'avec eux, il est difficile de parler. Enfin, l'un, de toute façon, ne parle pas du tout. L'autre, il est iranien, il parlait en iranien. Il avait ses 2 fils avec lui qui parlaient anglais, donc on arrivait à peu près à se comprendre. Et puis le 3e est aux États-Unis. Là, on n'a pas été le. Oui, c'est Pascal Leider, Mehrad Rachidi et Méline Veil, pardon. Oui. Et lui, on a eu un film sur lui qui a été tourné avant, où il raconte des histoires assez extraordinaires. Mais voilà. Mais les dessins sont magnifiques aussi. Mais dans ces 3 artistes, c'est vous qui les avez oui, enfin la commission, il y a une commission. Mais avec la commission, vous les avez proposés quand même. Oui. On a été très aidés par Bruno de Charme, qui est un très grand collectionneur de l'art brut, qui nous a donné un panel de 20 artistes de l'art brut qu'on ne connaissait pas du tout. On est allé en voir pas mal. Et puis là, on a amené tous ces artistes-là au comité de sélection et on a voté. On a voté pour ces 3-là. Et pourquoi mettre en avant particulièrement cette année l'art brut? Alors, ce n'est pas un effet de mode. On y tient beaucoup, parce que c'est vrai que l'art brut, maintenant, est très à la mode. J'avais très envie de montrer cet art-là au public, parce que c'est tout de même encore plus ce que dit Daniel. Le dessin, c'est le geste premier qui vient du cerveau vers la main. Et là, en l'occurrence, comme ils ne sont pas du tout allés dans des écoles d'art, c'est vraiment premier. C'est leur geste qui fait l'œuvre, complètement. Il n'y a pas d'éducation derrière. C'est leur moyen d'expression. Oui. C'est quand on revient au dessin des cavernes, c'était leur moyen aussi de s'exprimer. Ils en sont là d'une certaine façon. Maintenant, ils ont un regard, il y a une sensibilité
énorme, décuplé chez ces gens-là. Alors ça peut être avec humour, ça peut être avec une certaine passion, la manière dont ils dessinent, on les voit dessiner, mais c'est des tout petits traits, mais qui se cumulent, et remplir des feuilles pas très rapidement, mais quand même, ils travaillent 5-6 heures, 7 heures par jour, juste gribouiller pour arriver à des dessins. Sans avoir été à l'école, Ouais. sans qu'on leur ait appris qu'il fallait faire une courbe comme ça. Voilà, Et je reviens juste au prix que vous avez créé. Qu'est-ce que ça veut dire en tant que collectionneur d'avoir un prix? C'est quand même presque l'apogée d'une volonté de collectionneur. Ça veut dire que votre œil il est quand même adoubé par le monde de l'art. C'est-à-dire qu'on a créé la fondation. Il n'y avait pas de prix à l'époque, c'était à 40 km de Paris. On a fait des expositions de groupe sur des thèmes différents pendant 7-8 ans. Après, on a fait un certain nombre d'expositions de nos dessins, déjà, qu'on a ressortis. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de créer le prix de dessin, parce que pour moi, c'est le geste le plus profond, le plus créateur, je veux dire, de tout. Tout se crée par le dessin. Tout s'est créé par le dessin, en tout cas. Donc, c'est très important. Oui. Merci beaucoup, Daniel Guerlin et Florence Guerlin. Vous êtes tous les deux collectionneurs et tous les deux fondateurs de la Fondation d'art contemporain, Daniel et Florence Guerlin. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.